Si le monde de l'astronomie devait se trouver un lieu, ce serait assurément là, dans ce coin de la Provence de Giono, au cœur du département des Alpes de Haute-Provence. Sur le bord du plateau de Valençol, blotti en contrebas du village de Puy-Michel, se trouve un observatoire très particulier, l'observatoire de l'Alifant. Titi, t'es où là? Allez hop. Titi. Après de longues années de patiente restauration, c'est en 2006 que Jean-Baptiste Créteau donne une nouvelle vie à la lunette du Père Josset. Aujourd'hui, alors que la 230 flambant neuve trône à l'intérieur de l'observatoire de l'Alifant, un terrible obstacle se profile. Ma mère avait un syndrome neurologique dont j'ai hérité et qui s'est réveillé en septembre 2006 au moment où j'allais enfin pouvoir profiter de la lunette que j'avais fait faire entièrement rénover. J'avais une association et cette association a été transformée par une ou deux personnes et mon association, compte tenu du fait que j'étais handicapé et que c'était à but non lucratif, j'ai pu solliciter une subvention importante qui prévoyait l'emploi d'un animateur pour me remplacer. Parce que mon syndrome a beaucoup avancé depuis et je suis en perte permanente d'autonomie, ce qui fait que je ne peux plus assurer les animations à l'observatoire. Et donc je laisse le Patrick faire le travail à ma place. C'est lui qui fait toutes les veillées, qui se couche à 2 heures du matin et qui montre la Lune aux gens. Bon, j'ai toujours aimé un peu les sciences en général, mais il y a des amis belges qui, chaque année, viennent à Fort-Calquier faire un camping semi-sauvage dans un grand terrain privé avec de l'eau de source. Bon, j'étais invité, je suis venu, et la première nuit, c'était une nuit sans lune, dans un ciel complètement dégagé, et j'ai vu là ce qu'en Belgique, on ne voit plus à cause de la pollution lumineuse. J'ai cherché à trouver des endroits beaucoup plus propices et éventuellement d'en faire mon métier. J'étais plutôt libre pour faire l'appel de Jean-Baptiste pour trouver un animateur ici pour reprendre le flambeau. La pérennité de l'observatoire est assurée. Au sein de l'association Objectif 230, Jean-Baptiste et Patrick poursuivent l'accueil d'un public d'amateurs avertis qu'ils initient au plaisir de l'astronomie. Mais pourquoi avoir installé cette lunette à Puy-Michel ? En astronomie, on a deux facteurs. Donc il faut le ciel dégagé, ouvert, et donc le long de la côte, enfin la Méditerranée et les Alpes de Haute-Provence, on a souvent un magnifique temps. Quand tu vois le restant de la France bien couvert, tu as un petit havre de beau temps dans le sud-est. Alors il y a aussi un autre facteur qui est beaucoup plus technique, ça s'appelle la turbulence. Donc la turbulence, ça donne le scintillement des étoiles. Bon, ça peut faire plaisir aux poètes, mais pour les astronomes ou les scientifiques, ça brouille les images. C'est un peu comme si on regardait le fond d'un lac. L'eau est très calme, on peut voir le fond. Tu jettes une petite pierre, on a un clapotis, on ne voit plus le fond. L'atmosphère se comporte de la même façon. C'est en 1929 qu'un milliardaire anglais qui était en villégiature à Nice a décidé de quitter la Riviera pour venir s'installer dans les collines provençales, près de Fort-Calquier et de Digne, à quelques kilomètres d'ici. Et cet amateur anglais extrêmement riche avait dessiné toute sa vie durant
l'instrument d'astronomie dont il rêvait, une véritable machine extraordinaire qu'il venait de faire réaliser en pièces uniques par le plus grand constructeur européen d'astronomie de l'époque, la société Cook. Comme M. Cafferata était quand même richissime, il n'allait pas se priver du plus beau matériau qu'il y avait à l'époque. Et il y a aussi donc des contraintes techniques à respecter, comme la dilatation des matériaux. Alors on va donc pour le facetet de la lunette, les cercles de lecture là sont en argent. Bon, c'est pas nécessaire pour bien lire, mais ça fait beau. Donc quand on est milliardaire, on peut se permettre ça, des petites folies. Et c'est d'ailleurs grâce au travail de M. Cafferata qu'en 1936, on a choisi Saint-Michel en Haute-Provence pour installer l'Observatoire de Haute-Provence. Malheureusement, M. Cafferata décède et sa lunette sombre dans l'oubli. Et finalement, un jour, à Manosque, s'est arrêté dans un magasin d'astronomie un curé. Et le père Joseph, puisque c'était comme ça qu'il s'appelait, il était donc aumônier du Carmel à Évreux, le père Joseph s'est fait un petit peu forcer la main et il s'est retrouvé en 5 minutes propriétaire d'un engin totalement irréel, la lunette de M. Cafferata. Alors, comme le père Josset était aumônier en Normandie, la lunette a été montée et le père Josset, avec cette lunette, a fait des photos du soleil absolument magnifiques. Je ne comprends toujours pas comment il a pu, avec les moyens du bord, faire des photos aussi exceptionnelles. Nous, maintenant, actuellement, on a des caméras, on travaille avec des ordinateurs. Et quand même, pour arriver à ce qu'il a fait en argentique, moi, je ne comprends pas. Le père Joseph, le mec que je pensais mort depuis des années parce qu'on ne voyait plus de photos de lui, en fait, il habitait à 20 km de chez moi. Alors, l'automne 85, j'ai passé tous mes dimanches après-midi au Carmel d'Évreux à démonter cette énorme tarouille. Et puis un jour, on a eu terminé, donc on a balayé, et puis on est redescendu de la plateforme, et puis le père Josset était à côté. Et en fait, le père Josset m'a arrêté et m'a forcé, vraiment forcé, à prendre les lunettes pour moi. Mais je dis, mais mon père, mais comment voulez-vous que je fasse avec un engin qui est complètement abîmé, qui est certainement magnifique, mais il est totalement inutilisable. Comment voulez-vous que je l'achète? Avec quel argent vais-je le rénover? Où vais-je l'installer? Il faut construire un bâtiment. Voilà. Et je lui dis non, je vous remercie, c'est très gentil, mais bon, et puis finalement, le père Josset a tellement insisté qu'on s'est mis d'accord sur un prix de misère, parce que vraiment, ni lui ni moi, on en faisait une histoire d'argent, surtout pas lui. Lui, ce qu'il voyait, c'était que la pièce extraordinaire qu'il avait, il allait pouvoir la transmettre à quelqu'un qui allait en faire quelque chose. J'ai monté la lunette, donc dans le plateau de Valençol, à quelques kilomètres de là où elle est installée, du temps de M. Cafferata. Là, il faut quand même le faire. Le maître des lieux, fervent admirateur du capitaine Nemo, a reconstitué ce cabinet d'astronome comme un hommage au riche inventeur anglais de la 230. Mais pourquoi la lunette porte-t-elle ce nom? 230, c'est le diamètre de l'objectif. Et l'objectif va nous concentrer la lumière dans notre œil. Donc au plus c'est large, au plus que la lumière récoltée est grande. Et puis on a une deuxième caractéristique, c'est la longueur focale. Ça va donner le grossissement qu'on va obtenir. Donc la Terre tourne, et quand on va observer les astres, au plus qu'on grossit, donc comme c'est une très longue lunette, les grossissements sont assez importants, ça bouge très 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 vite. En fait, c'est pas les étoiles qui bougent, c'est la Terre qui tourne. Alors, toute la structure qu'on voit ici en haut, on appelle ça une monture équatoriale de type allemande, elle va compenser la rotation terrestre.
et une rotation, disons, 1 sur 24 heures. Et c'est comme une horloge qui va entraîner un moteur qui fait tourner la monture pour suivre les astres au même rythme que la Terre tourne. C'est pas que je viens de temps en temps, c'est que je viens tôt le soir. Et que je sois seul ou accompagné n'a aucune espèce d'importance. Je prends autant de plaisir à être seul avec ma lunette qu'à partager des moments avec mes amis. Vous voyez, quand on manipule les lunettes et qu'on regarde, on sent l'instrument vivre. Vous voyez, ça fait 40 ans que je regarde ça et c'est... Ah, c'est saisissant. Je veux rester amateur et non pas un scientifique plus ou moins compétent et plus ou moins pédant, parce que ce que je veux apporter, ce n'est pas d'abord un message scientifique, puis après de la contemplation, c'est d'abord de la contemplation. Et une fois que la personne qui regarde le ciel avec moi contemple, c'est à elle de choisir la voie éventuellement scientifique pour accomplir sa passion. Ce n'est pas ma démarche. Nous, on prend vraiment plaisir à l'observation visuelle et avec le meilleur capteur qui existe dans l'univers, à ma connaissance, ce sont nos yeux. Pour moi, l'important, c'est pas que l'enfant qui vient ici comprenne ce qu'il voit, c'est qu'on lui montre simplement quelque chose qui l'émerveille. Et puis après, à lui d'avoir la démarche d'aller s'enquérir, d'aller acquérir des connaissances en consultant des ouvrages, en allant à l'école ou sur Internet, à lui de s'approfondir. Mais ici, je tiens absolument à ce que ça soit un lieu d'observation du ciel. Alors, pour trouver un objet dans le ciel, on peut y aller, les objets les plus visibles, on peut les voir directement aux chercheurs. On vise, tout simplement. Donc ici, j'ai au bout des doigts plusieurs centaines de kilos. Ça se bouge sans problème. Et ici, c'est comme une petite lunette. Ça grossit beaucoup moins et ça nous permet d'aller chercher les objets. Donc je vise un peu comme un fusil le long. Puis j'affine au chercheur. Je bloque, hop, et ça y est, et on ne touche plus. D'autres sont beaucoup plus difficiles à trouver. Alors on va commencer sur une étoile bien connue, bien visible. Et à partir de là, on va faire un cheminement d'étoile en étoile jusqu'à ce qu'on arrive sur notre cible. Et ça se fait aux chercheurs. On a aussi une autre technique qui utilise les coordonnées célestes. Donc 23h, 22h, 21h. Et ceux-là sont reportés sur la monture. Donc on a les cercles en argent, magnifiquement graffés avec un vernier. Ça donne une très grande précision pour aller pointer uniquement avec les coordonnées qu'on trouve sur la carte. On les reporte sur la monture. L'Alifant est le seul observatoire de la région qui ne possède pas de coupole. La grande et belle idée de son concepteur est d'ouvrir toute la surface du toit. Ce faisant, il offre à tous les visiteurs la découverte de l'ensemble de la voûte céleste, contrairement aux coupoles traditionnelles qui ne proposent qu'une étroite fenêtre. Ouais, d'accord. Arrivant de tous les coins de France, les amateurs d'astronomie se réunissent autour de Jean-Baptiste Créteau. Aujourd'hui, pour lui, le rêve d'étoiles prend corps. Emplis de cette envie d'éblouissement, tous ces amateurs viennent échanger leur désir de connaissance et partager leur passion. Yes. Maintenant, mon but, c'est d'utiliser cette base pour permettre à des personnes en chaise roulante, par exemple, et en toute autonomie, de pouvoir faire l'astronomie avec la facilité d'avoir un suivi. Oui, je suis d'accord, mais bon. Suivant la hauteur. Ensemble, ils attendent la nuit, le moment du départ pour un grand voyage. Un voyage immobile où, levant la tête,
ils vont partir en balade dans les étoiles. Mars, bon c'est vrai c'est pas gros Mars, mais là où j'ai été admiratif c'est que j'ai vu une calotte polaire qui était bien orientée et qui était bien blanche, pourtant c'est pas gros Mars. Ah, je vois ça, mais faut le voir, faut y être quoi. Ça me questionne sur la création, mais je pense comme tout le monde, à partir du moment où, voilà, où on regarde et puis qu'on se dit qu'on n'est vraiment rien par rapport à ça. Et puis voilà, ça me fait rêver, parce que c'est un monde superbe. Et ça me fait aimer de beaux textes, ça me fait relire Le Petit Prince régulièrement. L'homme est allé pratiquement partout, sauf là-haut. Donc là-haut, quand on regarde, on est peinard, à part la Lune, il n'y a pas l'intervention de la main de l'homme. Et quand il est là-bas, il n'a pas fait trop de dégâts. Quoique, il a petit peu transformé l'univers proche en poubelle, mais disons que c'est assez peu de choses. Pour moi, c'est un extraterrestre. Un jour, il est venu sur Terre, il ne savait pas trop où s'implanter, il s'est cherché à trouver un endroit où il n'était pas trop mal. Alors il a trouvé ici un endroit où, visiblement, on l'a bien accueilli. Et puis comme il avait un peu la nostalgie du pays, il s'est installé une lunette pour regarder chez lui. Moi, c'est un peu ça l'image que j'ai de Jean-Baptiste. C'est un peu un E.T. qui est venu dans le 04. Alors l'inscription qui est sur le pied de la lunette, c'est une citation latine ad astra per aspera, qui veut signifier vers les astres de plus en plus de difficultés. Ce qui veut dire dans la vie de tous les jours que si vous voulez être le meilleur, le chemin est difficile. Ouais, ils ont mis un système aussi là, je sais pas. Le fait qu'on soit dans ce réseau-là la nuit, c'est aussi quelque chose de très intime, qui fait que les relations avec les gens ne sont pas les mêmes. On n'a plus de lumière puisqu'on faut pas allumer, donc on a des petites lampes rouges s'il faut avoir un petit peu de lumière. Donc c'est très doux, très... Oui, c'est un monde vraiment à part, c'est une bulle quoi. Une fois que c'est bien stabilisé, ça facilite le travail. D'accord. C'est un ami astronome qui est à côté dans le département et qui vient profiter du site pour pouvoir observer avec des gens qui ont un peu plus d'expérience que lui pour installer son télescope et l'utiliser tout seul après sur le ciel. Donc il vient se familiariser, comme il est nouveau en astronomie, il profite un petit peu de nos connaissances qui sont plus anciennes que les siennes pour pouvoir tirer profit de son installation. Alors, on va lui demander les planètes. Là, il me propose la Lune ou Jupiter. Et on l'envoie sur Jupiter. Et il y va tout seul. L'avantage de Jupiter, entre autres, c'est que elle a des couleurs, ces 4 principaux satellites qu'on s'amuse à suivre, qui ont bien évidemment chaque jour, chaque nuit une position différente. Et ça a un intérêt, optique. Là, on voit trois bandes bien distinctives. Parfois, on va en voir que 2, parfois on n'en voit pas du tout, suivant la turbulence, suivant l'état du ciel. Donc en fait, chaque soir, c'est une découverte. Là, on la voit particulièrement bien. C'est comme le spectacle du feu, c'est en permanence renouvelé. Contrairement à une photo, où la photo, c'est joli évidemment, mais c'est une photo. Là, les spectacles qu'on a sont des spectacles vivants de la création de la nature et qui sont généralement des spectacles qui sont vierges de l'homme. Pan-STARRS, ça vient de l'observatoire qu'il a découvert en premier. Et cette nuit-là, Patrick fait voir une comète rare à Jean-Baptiste. 11K4, je pense. Ah oui. Ça veut dire quoi, 2011 4-4 ? Elle a été découverte en 2011. C'est une comète, donc c'est-à-dire elle est périodique, elle revient. Enfin, comète, c'est de comète.
Et K4, c'est suivant la chronologie des découvertes dans l'année. Donc ce sont des noms absolument pas poétiques. Et donc la contemplation béate des planètes ou des étoiles, c'est dans cet univers-là que personnellement ça me plonge, et je crois que ça plonge tous les amateurs d'astronomie, parce que c'est vraiment quelque chose d'absolument magnifique. Ad astra per aspera, ces citations latines, elle va très bien à la vie que j'ai avec la maladie, elle va très bien avec la difficulté que j'ai pour remonter cette lunette, donc je vais la prendre pour moi.